Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Moreau, qui est médecin de famille avec un R3 en soins aux personnes âgées. C'était vraiment intéressant. Honnêtement, là, elle nous a parlé de sa pratique. C'était super diversifié. On s'attendait vraiment pas à une pratique comme ça. Puis elle était super passionnée. Donc, c'est vraiment beau à voir. Puis en plus, on a eu un petit bonus avec un cours sur les abréviations importantes à connaître en médecine familiale. Ouais. Manquez pas ça. Ouais. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Moreau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir avec vous. Donc, comme première question, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez aller en médecine? Ah, OK, oui, l'histoire de l'origine. Donc, fait en fait, je dirais oui et non. Je sais que comme quand j'étais petite, j'ai des souvenirs de moi qui, comme, disaient aux gens qui voulaient être médecin, mais je voulais aussi être d'autres choses. Donc, je pense pas que c'était comme une vocation dès le départ. En fait, moi, j'étais une fille de science. Là. Moi, j'aimais bien tout ce qui était genre de la science-fiction, là, des gens qui, comme avec de leur vie, je dirais, ils étaient à résoudre des problèmes avec la science dans leur quotidien. Fait que, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Puis à chaque fois que j'ai voulu devenir quelque chose, ben c'était toujours autour de ça. Fait qu'en fait, moi, j'ai été en sciences de nature au cégep parce que, la médecine en faisait partie, mais aussi parce que des sciences, quelque chose qui m'intéressait. Fait que la médecine, c'était pas nécessairement un choix que si je n'avais pas, disons, que j'allais être triste, c'est pas le cas, là, dans le sens que moi, n'importe quoi, en fait, qui allait faire la science, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais je m'étais inscrite en médecine, je suis rentrée, j'ai dit, allons-y, allons voir qu'est-ce que ça donne. Fait. Puis aussi, tu sais, j'ai toujours aimé le secourisme, des choses comme ça. J'ai fait du secourisme quand j'étais plus jeune. Fait que je pense que oui et non, là, j'ai toujours su, mais c'était pas un choix final dès le départ, là. Fait que, mais ça donne bien parce que maintenant, j'adore mon travail, donc... fait que je pense que ça a été la bonne décision. Puis vous avez fait où votre médecine? Oui, moi j'ai été à l'Université de Montréal. Ma promotion, c'est 2013. Après ça, j'ai fait ma résidence en médecine familiale avec l'Université de Sherbrooke à Saint-Hyacinthe. Après, j'ai fait un R3 en soins aux personnes âgées avec l'Université de Montréal. Puis j'ai terminé en 2016. Puis je travaille depuis à l'Institut de gériatrie. OK. Puis pendant votre parcours en médecine, avez-vous eu un stage ou quelque chose qui vous a dit « c'est la médecine familiale que je veux faire ». Comment vous avez décidé? Oui, bien, ce que j'avais aimé de mon stage de médecine familiale, c'était qu'on était les premiers à voir le patient qui se présentait pour une plainte physique. Dans le sens que je me rappelais, dans mes stages de spécialité, on était souvent la 3e personne, la 4e personne à voir. Puis il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient déjà été amorcées. J'avais pas l'impression on refaisait un peu les choses qui avaient déjà été faites. J'aimais ça être la première personne qui devait se poser la question. Donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. Puis dans mon stage de médecine familiale, j'étais chanceuse. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du CHSLD, j'ai fait des soins à domicile, j'ai fait du sans rendez-vous, j'ai fait du bureau. J'avais fait comme une grande variété de choses, puis ça m'avait intéressée. L'urgence m'intéressait beaucoup externe. Autre histoire résidente, puis ça, on y reviendra. Mais c'est quelque chose que je trouvais de faire de tout, d'être la première ligne. Je trouvais que c'était quelque chose qui venait me chercher. Mais je dois dire, en fait, quand j'étais externe, j'avais pas comme une destinée. Il y en a que, ils savent dans quoi ils s'en vont, puis ils suivent leur chemin, ça semble simple. Moi, c'était en fait, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, beaucoup de choses qui m'intéressent vraiment pas. Ça, en fait, je suis plus allée par élimination. Puis la médecine familiale, en fait, a été un choix, je dirais, de raison aussi, là, dans le sens que je peux faire plein de choses. Si je me tente de faire quelque chose, je peux changer. C'est plus court aussi. C'est quelque chose qui me parlait. Puis en fait, j'ai apprécié ma résidence aussi, là, des 2 années. Mais c'est ça. Après ça, j'ai fait un R3, là. Puis, si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi. Oui, on est là pour ça. Je suis partie. Fait que, en fait... j'avais remarqué qu'en médecine familiale, il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient moins. J'adorais l'urgence externe.
pas vraiment résidente. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Hein. Des fois, quand OK. on n'a pas le même rôle, externe et résident, c'est pas le même rôle. Puis là, c'est une autre expérience. Puis là, j'ai fait, OK, c'est pas vraiment ça que je cherche. En fait, les soins aigus, ça me parlait moins. Fait que ça, c'était bon, première chose. Pourquoi? Je m'excuse Ouais. de vous couper. Oui, mais allez. pourquoi à la résidence, C'était autant l'urgence? différent, Ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est parce que c'est pas la même responsabilité. Tu sais, comme externe, on prend des initiatives, on fait des choses, mais on n'a pas l'expérience d'une certaine pression, je dirais. Tu sais, en OK. tout cas, c'est peut-être pas se poser non plus, là, ça c'est correct. Mais je veux dire, je me rappelle d'un moment à l'urgence, on était de soir, il y avait pas beaucoup de médecins dans l'hôpital, il restait moi puis le patron, fait que chacun, il y avait des cas aigus qui arrivaient, puis là, bref, je me suis occupée d'un, puis là, il était très malade. Puis là, un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, il est vraiment pas bien, ce patient-là. Puis un moment donné, je savais comme plus quoi faire. Mes algorithmes fonctionnaient plus, là, comme... On était pas capable d'avoir une saturation, mais il respirait ou des choses comme ça. J'étais comme... Là, je me suis dit, hey, c'est tout un thrill. Il y en a qui adorent ça, carburer à l'adrénaline. Moi, non. En fait, c'est là que j'ai découvert que l'adrénaline, mais c'est peut-être pas mon fort. Fait que c'est pour ça que des fois, je pense que l'expérience qu'on est externe et résident, c'est pas la même. C'est peut-être résident et plus représentatif de ce qu'on fait aussi comme patron. Ouais. Parce que c'est un peu ironique, parce que quand j'étais externe, dans mon stage d'externat de gériatrie, que j'ai fait exactement où je travaille et dont j'ai été la responsable locale dans les dernières années, là, j'avais pas aimé ça. Ah ouais? Finalement, j'étais la responsable locale de ça et j'adore donner ce stage-là. C'est fascinant un peu de voir un peu la dualité, là, mais en fait, pourquoi? Là, je trouvais ça difficile, externe. C'était dur en gériatrie de penser à toutes les comorbidités, la polypharmaco, tout essayer de mettre ça ensemble, avoir une approche qui est proportionnée, beaucoup de maladies, les patients, ils étaient pas très communicants, je trouvais ça difficile, tu sais, c'est pour ça que j'avais pas aimé le stage, mais finalement, c'est ça que j'aime aujourd'hui, fait Une fois que vous avez les connaissances pour Ouais. gérer ça, là. Mais c'est vraiment intéressant. On dirait que j'ai jamais entendu Non, moi ça. non plus. On dirait que tout le monde dit à l'externat, tu vas savoir, mais ça se peut que... ça change Comme vous dites, complètement. ouais, c'est ça. Ah mon Dieu, je m'en allais C'est en intéressant. urgence. Ouais, je pensais faire un R3 d'urgence, vraiment pas. Fait que ouais, ben c'est ça, quand j'ai fait ma médecine familiale, là, j'ai remarqué que, bon, comme j'avais dit, soins aigus, moins. Bureau, moins aussi. Vous voyez, j'aime ça parler. C'est pas compatible avec un horaire de rendez-vous assez strict. Le temps, je trouvais ça difficile à gérer. J'aimais mieux travailler en établissement de santé. Et aussi, j'aimais beaucoup les personnes âgées, en fait, les problèmes qu'ils présentaient. Fait que je trouvais que c'était comme la médecine interne, des choses compliquées, puis ça venait me chercher. Toute la science que je parlais, j'aimais ça. Fait que, en fait, j'ai choisi de faire un R3 parce que ça prenait tout ce que j'aimais de la médecine familiale, puis ça le concentrait. Fait que c'est pour ça que j'ai fait mon R3 en soins aux personnes âgées. Donc, oui, c'est pas quelque chose que externe, tu m'avais posé la question. J'aurais jamais dit que j'aurais été là-dedans. Fait que c'est intéressant des fois, hein, quand on évolue, Vraiment. puis on change. Là, donc, Est-ce que vous aviez un intérêt pour les personnes âgées avant, durant l'externat ou même avant, ou ça c'est venu avec durant la résidence, ça aussi? ben en fait, moi, j'ai été proche de mes grands-parents. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, de beaucoup de gens qui travaillent avec les personnes âgées. Vous allez entendre ça souvent. J'ai remarqué autour de moi là, que les gens étaient souvent proches de leurs grands-parents, où il y avait des personnes quand même significatives dans leur entourage qui étaient peut-être plus âgées quand ils étaient jeunes. Donc, oui, les personnes âgées, je les appréciais avant. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est externe, encore une fois, j'aurais peut-être pas nécessairement dit en particulier que je voulais cette clientèle-là, mais c'est vraiment à la résidence que là, ça a comme cliqué, en fait. OK. Puis c'est quoi qui a cliqué? Cliqué, fait en fait, pourquoi? OK, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le contact avec les personnes âgées, c'est quelque chose qui est vraiment... que j'aimais beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont une belle histoire de vie. Puis aussi, ils aiment ça rencontrer des jeunes aussi. Puis je trouve que c'était une interaction qui était somme toute positive. Mais aussi au niveau médical, comme la médecine des personnes âgées, c'est super intéressant. Pourquoi? Ben, en fait, c'est là, ben, tantôt je vous disais que j'aime ça, dire aux gens pourquoi j'aime mon travail, mais c'est la raison, il n'y a pas d'études faites chez des personnes âgées avec plusieurs maladies. Souvent, là, quand vous allez lire une étude, là, les personnes plus de 75 ans sont exclues. Ceux qui souffrent de X, Y, Z sont exclus. Ceux qui... Fait que ça fait en sorte que pour ta clientèle, tu n'as pas vraiment une étude ou des lignes directrices qui s'appliquent direct. Puis en plus, cette personne-là, ben, elle a un projet de vie,
elle a un niveau de soins, elle a des priorités qui sont différentes d'une personne à l'autre. Fait que ça fait qu'il n'y a jamais de recette. Puis en fait, il y en a qui s'angoissent, qu'il n'y a pas de recette, mais en fait, c'est stimulant parce que tu dis, OK, c'est quoi qui est important pour cette personne âgée-là? C'est quoi, là, comme, c'est quel problème qu'on va adresser? C'est quoi qui est le plus important pour sa qualité de vie au quotidien? Fait que tu as vraiment l'impression de travailler dans le ici et maintenant pour aider cette personne-là. Parce que moi, ça vient moins me chercher, mettons, viser une pression chez quelqu'un d'asymptomatique. Parce qu'on sait qu'au long cours, on va peut-être le protéger de complications cardiovasculaires, oui, mais c'est pas tant payant dans le quotidien en termes de qualité de vie de dire, OK, bien, vous allez commencer cet antihypertenseur-là. Oui, ça va vous aider dans le futur, mais on est dans le futur encore, tu sais. Les gens, ils ressentent même pas. Ben, c'est ça. Puis, il y en a, je comprends, qui sont pas convaincus, tu sais, parce qu'ils sont pas... Mais là, t'es vraiment, OK, qu'est-ce qui te cause un problème? C'est vraiment concret, là. C'est concret, c'est maintenant, puis c'est aussi... C'est pas... Ça va tellement être dans la relation, dans le sens que, OK, pour cette personne âgée-là, ce qui est important, c'est, exemple, de se mobiliser pour aller, je sais pas moi, de la cuisine au salon, parce que c'est ça son quotidien. Puis là, il y a des douleurs aux genoux. Bien, on va adresser ça. Je vais pas nécessairement adresser en premier lieu son diabète, somme toute plus ou moins bien contrôlé, mais de toute façon, l'espérance de vie permettra pas une complication de ce diabète-là, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun de ici, le maintenant, mais aussi le raisonnement clinique en arrière de ça, parce que là, on utilise du vrai raisonnement clinique. Oui, il y a les études, mais de toute façon, ils nous aident plus ou moins. Oui. Puis, on va essayer de faire avec vous qu'est-ce que la médecine peut vous aider un petit peu. T'sais. Puis, des fois, ça prend pas grand-chose, hein, c'est des petites choses. Fait que je trouve ça vraiment, ça, c'est stimulant. Ça, là, cette approche-là, aussi d'y aller, ce qu'on appelle l'approche proportionnée. C'est-à-dire, mettons, j'adresse ce problème-là. T'sais, au bout du compte, est-ce que ça va vraiment l'aider, oui ou non? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on se rend compte qu'en médecine, ça optimise des petites affaires, mais sur l'overall, c'est pas la chose la plus importante. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. C'est ça, c'est le fun. Je trouve que c'est de la vraie science. C'est de la médecine. Puis là, c'est pas juste de la médecine interne. Je fais de la gynéco, je fais de l'ORL, je fais... C'est diversifié. Exact, c'est ça. Puis c'est de la médecine familiale, mais juste la partie plus médicale, je trouve, tu sais. C'est ça. Fait que, puis aussi, tu sais, je disais pourquoi j'aime cette clientèle-là. Il y a aussi, moi, j'étais moins fan de tout ce qui est plus arrêt de travail, des choses comme ça, des gestions. Un peu le social, je dirais, des personnes plus jeunes, ça venait moins me chercher. C'est comme ça. Mais là, le social des personnes âgées, j'aime ça. Des enjeux de relocalisation, des enjeux d'aptitude. Ça, c'est intéressant. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant à évaluer et autres. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça m'intrigue de savoir comment vous jugez un équilibre entre comme promouvoir l'indépendance du patient et aussi comme sa sécurité. Oui. Par exemple, des personnes âgées qui veulent continuer à conduire, mais là, vous jugez que c'est peut-être pas la meilleure idée. Comment... Oui, comment qu'on conjugue ça? Oui, OK. Donc, en fait, ça, c'est très dur. Puis je dirais que il y a en fait, il y a beaucoup d'éthique là-dedans. Il y a une question d'aptitude. Il y a une question d'éthique. Il y a une question aussi d'environnement, tant biopsychosocial, qu'il faut répondre pour pouvoir répondre à cette question-là. Fait qu'il n'y a pas une réponse. Puis justement, ça rend ça compliqué, mais ça rend ça le fun. Comme... Moi, dans mon travail quotidien, c'est quand même quelque chose auquel je suis confrontée parce que je fais de la réadaptation. C'est-à-dire, on a souvent des patients qui sont post-AVC. Donc, ils ont perdu beaucoup de capacité d'un seul coup. Fait que oui, des enjeux de conduite, mais aussi des enjeux de relocalisation. Quelqu'un qui est plus capable de rester à domicile, peut-être qu'il n'a pas la connaissance, qui est plus capable de le faire, mais que ça va occasionner des dangers pour lui-même ou même pour les autres. Des dangers de feu, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que je suis pas toute seule à gérer ça. On est une équipe. Des équipes interdisciplinaires dans les soins de personnes âgées, c'est quelque chose qui est commun, là. Donc, en fait, il ne faut pas penser qu'on a tout le poids de décision ou d'intervention. C'est quelque chose qui est d'équipe. Puis, oui, ça nous est arrivé d'aller à la cour pour aller chercher des ordonnances d'hébergement pour des patients. Malheureusement, c'est jamais quelque chose qui est la première solution, mais c'est quelque chose qu'on fait, oui. Fait en fait, justement, mon travail m'appelle parfois à aller à la cour. Tu sais, c'est quand même aussi
ça nous fait sortir du quotidien. Oui, une autre facette de variété. Oui, exactement. C'est sûr que c'est pas... aller en cours contre le patient, on s'entend que c'est jamais... Parce que concrètement, c'est ça, c'est jamais la chose la plus intéressante, mais des fois, dans le but d'aider le patient, c'est la façon de faire. Fait que c'est ça nous fait sortir un peu des sentiers battus usuels de la médecine. Ouais. On change. Comme l'aptitude. Souvent, on a des appels de notaires ou d'avocats pour évaluer l'aptitude du patient. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. C'est une autre expertise qu'on n'utilise pas beaucoup dans notre quotidien sinon. Puis, c'est super, super intéressant à faire. Là. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, là, je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne, le R3 en soins aux personnes âgées. Est-ce que c'est comme des stages, par exemple, CHSLD, comme ça fonctionne comment? Oui, donc c'est 1 an. Il y a, dans mon temps, il y avait 3 stages options, puis il y avait aussi des stages plus obligatoires. Je me rappelle de visite à domicile, gérontopsychiatrie, CHSLD. On avait un stage longitudinal en bureau. Je crois que aussi ces temps-ci, on peut le prendre en CHSLD parce que c'est une prise en charge globale aussi. Il y avait un stage hospitalier, stage de réadaptation. Fait que c'est vraiment différents milieux de travail qui ont une clientèle âgée. Dans les stages à option, j'avais fait le stage de pédagogie médicale que je recommande chaudement à l'Université de Montréal. C'était c'était un mois où on avait justement comment qu'on fait pour renseigner les bases de la pédagogie, c'était vraiment bien. Stage de recherche aussi que j'avais fait. Puis j'avais fait un stage de soins palliatifs qui était aussi très complémentaire avec la gériatrie quand même, tu sais. Fait que, ouais, dans le fond, ça fonctionne comme ça. Puis il y avait aussi un projet de recherche qui était longitudinal. Mais comme tel, ça ressemble à une année de résidence, on va se le dire. C'est une année de résidence. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié cette année-là parce que, dans un sens, il n'y a plus vraiment de stress. On l'a fini, là. Parce que vous passez l'examen de médecine familiale après les 2 ans. Oui, exact. Puis là, c'est juste pour continuer sa formation sans le stress de... Je veux dire, on a le diplôme, on peut pas l'enlever. Ouais. fait que le diplôme est acquis. Puis il n'y a pas d'examen à la fin du R3. Okay. Fait que dans le fond, c'est du bonbon. On fait le stage pour les choses qui nous intéressent. Ouais. On va chercher ce qui nous intéresse. La relation avec les patrons n'est pas la même non plus parce qu'on a déjà terminé. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi que dans le fond, on va travailler avec des gens qui font un peu le même type de pratique qu'on va faire, puis on se développe un réseau. Ça, c'est vraiment aidant pour après, parce qu'on sait à qui référer, qui a des bonnes idées. Mettons qu'on est pris avec un cas parce que ça va toujours arriver. Comment qu'on fait? Bien, on a comme aussi des ressources, là, des gens avec qui on est resté en contact. Parce que je dirais qu'un autre défi, tu sais, j'ai parlé d'éthique tantôt. Tous les cas sont différents, mais il y a aussi beaucoup d'une composante éthique qu'on n'a peut-être pas dans certaines spécialités. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a quand même beaucoup d'éthique dans plusieurs spécialités, mais je trouve que l'éthique, comme concept d'aptitude qui a des impacts sur les soins, il y a aussi l'aide médicale à mourir qui devient de plus en plus présente. Donc, il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Moi, je travaille aussi en soins longue durée. Beaucoup, beaucoup d'enjeux éthiques que je me serais jamais douté. Comme une patiente apte qui refuse de se laver. Que faire? C'est des enjeux, tu sais. Fait que ça, c'est le fun d'avoir un réseau de contacts après. Fait que ça, c'était vraiment bien pour ça. Puis l'autre chose aussi, ça m'a permis, je dirais, d'être en lien avec le milieu pédagogique. Puis ça m'a permis de m'impliquer en enseignement. Puis c'est quelque chose qui est vraiment un plus à la pratique, là. Donc, bref, mon R3, j'ai vraiment apprécié. C'est aussi pas le même beat. C'est une belle année. Est-ce que vous vous sentiez prête à la fin du R3? Je sais que c'est à travailler. Oui, en fait, beaucoup. Ouais. Moi, ma transition a été ultra smooth entre le R3 parce que j'ai fait mon R3 en majorité où je travaille actuellement. Fait que c'est sûr que j'ai eu 1 an de pratique de garde. Tu sais, je veux dire, quand je suis arrivée avec ma première garde, j'étais pas stressée. C'est sûr. Mais c'est sûr que là, je parle je vais parler, mais je sais pas si c'est tout à fait l'expérience que les autres ont vécue. Mais moi, en commençant à travailler, j'ai quand même trouvé, c'est challengeant commencer comme patron. C'est quelque chose de nouveau, tu sais, puis c'est sûr que moi, ça a bien été à cause que déjà, le contexte était le même que durant mon R3.
Mais même à ça, j'ai trouvé du défi, comme surtout dans les soins longue durée, parce qu'il y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de choses, je dirais, inusitées, on va dire ça. On est toujours en dehors du livre, en dehors des règles, en dehors des choses, donc c'était plus déstabilisant à commencer. Mais même à ça, je venais de faire 1 an en soins personnes âgées, puis beaucoup de soins longue durée. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça challengeant. Enfin, je sais pas comment les autres l'ont vécu. Tu sais, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui a la même confiance, les mêmes expositions, mais c'est quand même, tu sais, il y a un challenge là-dedans, là. Fait que j'étais bien contente, en fait, mon R3 dans le contexte, là. Oui. Ouais. Est-ce que le R3 est quelque chose de contingenté? Tu sais, pour ceux qui écoutent et sont peut-être intéressés à y aller, je me pose la question. Ça dépend des années. En fait, il y a... Dans mon temps, quand j'ai appliqué pour mon année, il y avait autant de postes que de personnes. Donc, ça n'a pas été un enjeu. Je dirais que, est-ce qu'on comble les postes à chaque année? Non. Mais il y a aussi la composante que les prêmes sont en même temps. Hein, parce que souvent, on fait une application aux prêmes. C'est quoi les prêmes? OK. C'est ça, je voyais, je regardais vos visages, je me suis dit... La confusion, là. Fait qu'un prême, en fait, pour ceux qui s'en vont en médecine familiale, c'est quand même important. Là, je crois que le terme, c'est un programme régional d'effectif médical ou un permis régional d'effectif médical. Oui, PREM, ça se tient. OK. Bref, concrètement, c'est un permis de facturer dans un certain territoire qui correspond aux RLS. Les RLS, là, c'est des petits territoires là, comme... Avant, on avait parce que ça a changé, hein, les termes, hein, tout ça. En fait, n'oubliez pas, le système de santé change à chaque 10 ans. Ouais. Fait que vous l'apprenez maintenant pour les 10 prochaines années, puis ça va recommencer. Mais avant, les territoires, où ce qu'on avait des permis, c'était comme, mettons, l'île de Montréal, la Montérégie, les Laurentides. C'était quand même assez simple. Depuis 2015, donc depuis mon année, je vous évite toute l'histoire de mon année qui a été un peu complexe au niveau des prêmes, là, parce qu'ils ont changé, mais à la place d'appliquer pour des territoires comme régionaux, c'est sous-régional. Fait que je dirais qu'un RLS, là, ça équivaut à un territoire de CLSC ou 2, mettons. Okay. C'est pas un grand territoire. Puis quand on a un prême, on doit faire 55% de notre facturation dans ce territoire-là. Okay. Puis on peut faire 45% ailleurs. C'est ça. Fait que dans le fond, les R2 de médecine familiale doivent appliquer durant l'automne pour travailler à leur première année de patronat avec un prême. Travailler hors prême, il y a quand même des conséquences à ça, là. Donc, on est coupé de 30% de salaire, mais aussi, je pense que pour réappliquer par la suite, c'est compliqué. Fait que c'est quand même un processus qui est exigeant. Puis, quand on applique au R3, c'est en même temps que les prêmes. Puis des fois, les gens, en fait, avec raison, on fait les 2 démarches à la fois. Même moi, dans mon temps, j'avais appliqué pour un prême, puis j'avais appliqué pour mon R3. Puis, dans le fond, j'ai eu la réponse du R3 avant, fait que j'ai arrêté les processus de prême. Mais il y en a qui ont leur prême avant, puis ils se font dire « OK, j'ai exactement ce que je veux. » Mais là, il y a le danger de, si tu prends ton année, ils peuvent peut-être pas te garder le prême. Fait que c'est sûr qu'il y a eu comme des gens qui avaient pris une place où finalement, ils ont diminué à 3 mois, parce que la formation de 3 mois existe aussi. Fait que c'est ça. Fait que, mais d'année en année, comme à l'Université de Montréal, on a 1 à 2, à maximum 3 qui font le R3. Fait que ça donne à peu près une idée. Fait que est-ce que le contingentement est grand? Non. Mais ça va avec les aléas de la vie, là. C'est ça, là. C'est quoi la différence avec le programme qui dure 3 mois versus 1 an, puis versus, dans le fond, gériatre? OK. Fait qu'en premier, mettons, il y a les 3 mois dans mon temps, on les appelait les R2B. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, là. En tout cas, jamais entendu. C'est bon. Fait que oui, les 3 mois. Les 3 mois, c'est peut-être un petit peu plus à la carte, dans le sens que c'est comme 3 stages à option. Puis c'est surtout pour des gens qui savent déjà ils s'en vont où. Dans le sens que, mettons, je m'en vais travailler à domicile. Je pourrais faire un genre de 3 mois avec des visites à domicile, puis compléter vraiment selon le type de pratique que je m'en vais faire. Puis c'est aussi compatible avec le fait d'avoir un prême qu'il faut débuter dans l'année. Fait que c'est plus pour cette clientèle-là. Le R3, c'est vraiment 1 an. Fait que théoriquement, on retarde le processus de prême d'1 an. Puis moi, dans mon cas, je savais pas tout à fait ce que je voulais faire. Puis je voulais aussi essayer plusieurs choses avant de décider. Fait que pour moi, ça me convenait. Fait que je pense que ça va surtout dépendre du lieu de pratique, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, pour choisir un des 2. Mais en tout cas, moi, je le recommande chaudement. Là,
Ça a été vraiment, je dirais, un boost pour ma carrière, là, dans le sens tant au niveau clinique, mais aussi à tout ce qu'il y a au côté, parce que, tu sais, oui, il y a la clinique, c'est super important, mais comme je disais, l'enseignement, la recherche, puis se développer, comme je disais, le réseau de contacts, mais c'est sûr que dans l'année, on a plus de chances de le faire, là. Ça, c'est sûr. Et avec le R5 en gériatrie? Ouais. Fait que dans le fond, c'est sûr que la formation est très différente. OK. En médecine familiale, ben, tu fais tes 2 années de médecine familiale. Nécessairement, tu vas faire, tu sais, bed, obstétrique, urgence, psy, bureau, tu sais. Bon. Ouais. Mais gériatrie, c'est la médecine interne. Fait que là, ils vont faire leur tronc commun de médecine interne, refaire un CARMS, puis après ça, aller en gériatrie. Mais ça fait en sorte que on fait pas non plus tout à fait le même travail. Okay. Je dirais les gériatres, c'est vraiment, en tout cas à mon sens, la gériatrie, c'est la spécialité de la médecine interne qui est le plus proche de la médecine familiale. Parce qu'il y a beaucoup de biopsychosocial. Ton patient, là, qui a des troubles cognitifs, puis qui peut pas retourner à la maison, ben le biopsychosocial a vraiment beaucoup d'impact là-dedans. Tandis que c'est peut-être moins le cas dans la médecine interne, un peu plus comme pneumo, cardio et autres. C'est moins quelque chose qui va être tenu en compte. Fait que la gériatrie, c'est ça. C'est très proche de la médecine familiale. Mais en même temps, eux vont être plus des spécialistes des syndromes gériatriques. Dans le sens délirium, troubles cognitifs, incontinence urinaire, chute, bref. Les syndromes gériatriques, c'est leur spécialité. Je dirais que la médecine familiale, c'est plus la prise en charge globale. OK. Fait que visite à domicile, CHSLD, réadaptation, soins post-aigus. Les deux vont travailler à l'hôpital, mais pas de la même façon. Il y en a un, ça va être plus, il va travailler à l'hôpital, mais comme de l'hospitalisation de médecine familiale. Tandis que le gériatre, ça va être plus des consultations. Il va peut-être avoir un étage de gériatrie aussi. C'était plus en centre tertiaire, le gériatre. Fait que c'est pas tout à fait... c'est pas le même travail. Non, surtout. Vraiment pas. C'est ça, c'est les milieux de travail qui vont différer. Puis aussi la formation. C'est sûr que moi, quand je venais pour faire le CARMS, mes 2 choix, ça avait été médecine familiale puis médecine interne. Parce que je voulais élargir mes horizons. Mais médecine-femme, c'est sûr que c'est beaucoup plus large, dans le sens qu'on peut aller travailler un peu plus n'importe où, puis on peut travailler dans plusieurs milieux. Fait que c'est ça que je recherchais. Fait que c'est ça, c'est comme 2 chemins, mais à la fin, on travaille quand même avec les mêmes personnes, puis je vais demander aussi des consultations gériatrie. Probablement, là, je peux pas me baser sur rien pour dire ça, là, mais peut-être que je demande moins de consultations pour des diagnostics de troubles cognitifs, disons, pour un délirium qui est résistant, que quelqu'un qui n'a pas la formation. Fait que je demande moins de consultations, mais j'en demande quand même. Oui. Comme dès que le trouble cognitif, ça me semble atypique, ça va pas dans le bon sens, je demande une consultation en gériatrie. C'est pas mon rôle d'aller chercher ça, des trucs un peu plus complexes, là. Fait que c'est là-dedans qu'on se situe, là. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. C'est bon. Ça ressemble à quoi une semaine typique pour vous? OK. Fait que moi, je fais des soins longue durée, puis je fais de la réadaptation gériatrique. Avant de venir, j'ai quand même demandé à mes collègues qui ont fait le R3, c'est quoi eux ils font? Parce qu'il y a quand même une bonne variété. Il y en a qui font des visites à domicile, il y en a qui font du bureau, il y en a qui continuent à faire de la PED quand même parce qu'ils aiment ça. Ah ouais? Ouais. Fait que dans le sens qu'ils ont déjà... Ils sont médecins. C'est intéressant. Ouais. C'est surprenant. Oui. Ben en fait, c'est parce que on est médecin de famille. Ouais. On peut faire l'obstétrique encore. Oui. On peut faire la pédiatrie encore. Mais on a plus de connaissances dans un domaine en particulier. Fait que c'est sûr que comme ça dépend des raisons. Comme moi, c'était pas pour moi là, comme les autres types mettons de clientèle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment concentrer ma pratique. Puis c'était mon but aussi. Mais il y en a que c'est pas nécessairement leur but. Comme c'est ça. Fait que mon type, mettons ma pratique à moi. Donc je fais des soins longue durée. Puis je fais la réadaptation gériatrique. Donc c'est peut-être pour la réadapte gériatrique là, pour expliquer un peu, c'est des gens qui ont eu une hospitalisation qui est souvent longue et ardue et difficile et qui s'ensuit d'une diminution de leur autonomie. Qui viennent chez nous pour regagner leur autonomie. On est en équipe inter, physio, ergo, travailleur social, neuropsy si nécessaire, nutritionniste, bref, une grande équipe. Puis le but, c'est de leur donner leur autonomie. Puis moi, au niveau médical, mon but, c'est de favoriser la réadaptation. Hein, s'il y a une fracture, qu'il y a des douleurs, c'est sûr que je vais devoir adresser ça. Mais nos patients étant fragiles,
souvent, ils se compliquent chez nous. Ou il y a une autre complication qui survient, une pneumonie, une phlébite ou des choses. Fait que ça se rapproche un peu de l'hospitalisation, honnêtement, mais moins actif. Fait que c'est comme un genre d'entre-deux. Fait que ça, c'est la réadaptation. Et c'est où, ça? Oui, à l'Institut de gériatrie de Montréal. Fait que, dans le fond, j'ai des patients à l'étage de réadaptation. Mais aussi, je travaille en soins longue durée. Donc, dans la même bâtisse, puis aussi dans le pavillon à côté, on a des patients en soins longue durée, puis que j'ai à mon nom. En fait, je suis leur médecin de famille. OK. Fait qu'en fait, j'ai une pratique un peu particulière dans laquelle je fais juste changer d'étage, puis je change de programme. OK? Fait que, dans le fond, j'ai avec moi toujours au moins un étudiant, maximum 2, parfois 3. OK? Puis, dans le fond, j'ai des externes, des résidents, puis on se promène, on va où est l'urgence. On fait des congés, on fait des admissions, en soins longue durée, en réadaptation. Fait que ma journée, c'est ça. Dans le sens que je suis souvent dans l'ascenseur, en train d'aller gérer. Dans les une trucs. même journée, c'est les deux. Oui, parce que je suis dans un endroit qui a les deux types. C'est ça. Mais je dirais que quelqu'un qui, je sais pas, mettons dans mes autres collègues qui ont fait le R3, il y en a qui font du bureau. Après ça, ils font une semaine d'hospice. Après ça, il y en a qui font du bureau avec des journées de soins longue durée. Il y en a qui font des journées de visite à domicile avec du bureau. Tu sais, c'est variable. J'ai même quelqu'un que je connais qui fait de la clinique de mémoire. Fait que c'est quand même assez variable. Là, comme il y a quand même moyen de faire quelque chose qui vous intéresse. Là. Puis aussi, une chose dernièrement, là, vous savez c'est quoi les AMP? Non. Non? Parfait. On sait rien. C'est bon, on va partir de là, c'est beau. Fait que dans les choses que vous devez savoir au niveau bureaucratique en médecine familiale, bon, il y a les fameux PREM, ou ce que j'avais dit qu'il faut le permis en question, puis il y a les AMP, les activités médicales particulières. Ça, c'est un nombre d'heures qu'on doit faire par semaine. C'est 12 heures pendant un certain nombre d'années. Avant, ça descendait à 6 après un certain nombre d'années. Je pense que là, ça reste 12. En tout cas, à voir. De toute façon, peu importe ce que je vous dis, ça va changer. C'est ça. Mais l'idée, c'est qu'on a une partie de notre pratique qui est comme obligatoire, qui va selon les besoins populationnels. Fait que, pour vous donner une idée, en 2015, en pleine année de la réforme Barrette, où j'ai dû appliquer pour mes PREM, dans ce temps-là, les seuls AMP disponibles étaient en bureau. Fait que je devais faire du bureau. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de départs de temps plein où j'allais travailler, ils m'ont donné comme une exception. Puis j'ai pu avoir des activités médicales particulières en réadapte et en soins longue durée. Donc moi, quand je travaille au quotidien, ce sont mes AMP. C'est sûr que là, pendant un certain nombre d'années, il y a eu une grande vague pour le bureau. Il fallait faire du bureau. Ils demandaient souvent des AMP en bureau seulement. Bon. Là, maintenant, il y a des AMP en CHSLD seul. Fait qu'il y en a qui peuvent faire leurs AMP au complet en CHSLD aussi. Fait que il y a quand même des besoins, là. En tout cas, le soin longue durée, il y a vraiment une demande, là, qui est quand même très importante, et ça, partout au Québec. Il y a même des tables provinciales pour essayer de voir comment on peut faire plus de recrutement. Tu sais, le soin longue durée, j'en parle beaucoup parce que c'est un peu mon dada. Là. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là. Je trouve que c'est tellement une pratique intéressante. C'est littéralement la médecine familiale poussée à l'extrême. C'est-à-dire, tu prends en charge le patient au complet, puis tu vas tout traiter. La pneumonie, la phlébite, la petite tache d'eczéma. Genre, tu vas regarder, je sais pas moi, mais à la limite, une verrue. OK? Puis plus tard, pneumonie d'aspiration, tu le passes en soins palliatifs. Tu fais les soins palliatifs, puis tu constates le décès. Ça, c'est une prise en charge globale au bout, tu sais. Fait que ça, c'est tellement stimulant comme type de pratique. Là. Tu viens à connaître les familles te connaissent. Les familles se connaissent entre elles. Puis, il se développe une espèce de climat de village sur l'étage. Je me rappelle, là, une année, il y avait 2 madames âgées, quand même, avec une bonne démence, avec le fils d'une qui tient les mains des 2 autres. Même des gens qui connaissent pas, ou comme j'arrive, les 2 familles se parlent au travers le corridor. C'est beau. C'est vraiment des beaux milieux. Puis vu que c'est milieu de vie aussi, il y a la madame qui a son petit verre de vin le soir, puis il y a un verre de vin dans le frigo de l'étage, tu sais, parce qu'il laisse ça. C'est le fun, tu sais, c'est vraiment une belle pratique, puis c'est très stimulant, puis il y a toujours des cas différents, des cas médicalement poussés aussi. Puis avant, les soins longue durée, c'était regardé un peu de haut, je dirais. C'était comme,
médecine plate. T'sais. Les médecins, des fois, ils s'en allaient à la retraite et disaient « Ah, on va faire des soins longue durée. » Parce qu'il n'y avait pas grand-chose de toute façon à offrir là, pour cette clientèle-là. Puis en même temps, bon, je dirais que les soins longue durée ont changé beaucoup avec les années. Là. Au début, on avait des gens quand même avec une certaine autonomie. Là, ils n'ont plus du tout aucune autonomie maintenant. Fait que avant, c'était comme la médecine facile, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Puis là, maintenant, c'est une médecine stimulante, complexe, puis il y en aura de plus en plus avec le vieillissement de la population. Puis la pandémie, ça a changé aussi la perspective. Maintenant, c'est même devenu un petit peu glamour. On peut dire. Je vois une différence, en tout cas. Parce que quand je vois les externes arriver, avant, je leur parlais de soins longue durée, puis c'était comme... Maintenant, c'est comme, ah oui, j'ai travaillé durant la pandémie en soins longue durée. Je suis comme, OK, ça part bien, parfait. Mais c'est que ça a ouvert comme un peu plus de portes. Fait que oui, en fait, mon message, c'est qu'il y a beaucoup de débouchés. Il y en cherche en ce moment, là, beaucoup de monde. Puis, pas obligé de faire un R3 pour travailler en soins longue durée, par contre. Il y a beaucoup de gens qui font des soins longue durée, qui n'ont pas fait de R3, sont bien à l'aise avec ça, puis ils apprennent. Puis l'expérience a beaucoup d'importance en soins longue durée. Là. Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est un bon débouché pour actuellement. Ben, tant mieux si la pandémie a apporté quelque chose de positif comme ça. Est-ce que vous avez des techniques dans votre travail au quotidien? Je dirais oui et non. OK. Fait que la réponse, on va commencer par le oui. OK? Il y a beaucoup de chutes. Il y a beaucoup de... Des fois, il y a des lésions sur la peau qui peuvent laisser présager des choses plus graves. Fait que oui, c'est possible de faire des points. En fait, souvent. OK. Il y a... c'est ça, là, des petites chirurgies mineures de peau, là, ça arrive souvent. Les infiltrations, c'est quelque chose qui est possible aussi. Bref, des choses, des bobos courants de personnes âgées, c'est possible. Là, ma réponse, non. OK. Parce que ma clientèle, en ce moment, c'est quelque chose que... Peut-être justement, le fait d'avoir fait un R3, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Là. C'est j'ai des troubles de comportement. Dans le fond, moi, on a ouvert des unités qui sont des unités qu'on appelle SCPD. Savez-vous c'est quoi? Non. C'est bon. C'est bon. C'est des symptômes symptômes comportementaux psychiatriques de la démence. Fait que c'est des gens avec des troubles de comportement en lien avec leur démence. Fait que c'est sûr que des gens qui se laissent pas examiner, c'est pas facile de faire des points. Fait que je découvre d'autres options. Fait que c'est ça, on fait notre possible avec ce qui est d'autres options parce qu'ils ont peut-être pas la collaboration pour le faire. Fait que c'est sûr que ça, c'est des unités spéciales sur lesquelles je travaille. C'est pas le cas de la plupart des gens en CHSLD, mais oui, c'est quelque chose qui est possible de faire des techniques, là. Votre horaire de travail, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est vraiment du lundi au vendredi ou il y a beaucoup de fins de semaine aussi? Ça dépend encore beaucoup du milieu. OK. Je vais essayer de répondre pour moi, mais aussi répondre pour les autres qui ont fait un R3 exactement. pour donner un peu... Fait que pour moi, mettons section soins longue durée, c'est sûr que la semaine, je vais répondre aux appels de mon étage. Le soir, c'est quelque chose qu'on se partage en termes d'équipe. Les fins de semaine aussi. Ça dépend beaucoup des milieux. Ça, c'est difficile à répondre, là, mais il y en a que c'est des semaines de garde, puis ça change à chaque semaine. Il n'y a pas vraiment de tournée les fins de semaine, c'est surtout au téléphone. Nous, sur place, c'est parce qu'on a la réadaptation, fait qu'on se déplace, on fait des tournées, puis on couvre les soins longue durée en même temps. Fait que moi, j'ai environ une garde de fin de semaine par mois, une journée. Puis j'ai des soirs où est-ce que je suis au téléphone. C'est beaucoup de choses au téléphone. Et de garde la fin de semaine, est-ce que ça se fait par téléphone aussi? Ouais, mais on fait une tournée sur place aussi. OK. On fait les deux. OK. Pour mes collègues qui sont plus en soins à domicile, là, ça va plus avec les soins à domicile. T'sais. C'est souvent des poules de garde où ils sont une semaine de garde pour les patients de tout le monde, mais de jours, de semaines, même si t'es comme pas de garde, t'es de garde pour tes patients. Ça marche comme ça un peu. Fait que ça, c'est... pour le bureau, bon là, c'est plus du sans rendez-vous, des choses comme ça qui fonctionnent. C'est un peu ça, en fait. Puis ceux qui font de l'hospitalisation, ça va être des horaires d'hospice, 7 jours, 24 heures. Fait que c'est encore très, très variable. Là. Mais tu sais, en réadaptation, en soins longue durée, c'est pas des soins aigus. Fait que tu sais, c'est sûr que l'horaire est un peu flexible. Que j'arrive, mettons, exemple, 8h30, 9h, 9h30, le patient est là pareil. Ouais. Puis c'est pas des soins aigus. Fait que je manque pas quelque chose de majeur si j'arrive une demi-heure plus tard. Ça peut faire une grosse différence avec des familles. Ouais. Parce que nous, comme tu sais, c'est ça, moi j'ai 2 jeunes enfants, c'est sûr que des fois la routine du matin, elle va pas comme on pensait que ça allait aller. Fait que c'est le fun d'avoir des petites flexibilités comme ça. Là. C'est bien pour l'équilibre de vie aussi, là, dans le fond. Là. Oui. Oui, mais je trouve que ça va très bien de ce côté-là. Fait que ça, c'est bien. Vous
parlez beaucoup de choses que vous aimez de votre métier. Vous avez l'air comme super passionné, là, puis c'est vraiment beau à voir, comme on a quasiment envie de faire un R3. Oui, allez-vous-en, hein, il y a de la place. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins? Bien sûr, oui. Mais en fait, sûrement que vous allez avoir la même réponse si vous demandez à un gériatre, là, ou dans le fond, des gens qui travaillent avec les personnes âgées. Ce que je trouve difficile, c'est souvent une espèce de dissonance éthique. Je vais dire ça comme ça, c'est un peu... Souvent, en fait, pas souvent. Je dirais que 95% des cas, des familles, parce que des fois, la personne âgée n'est pas capable de prendre une décision pour elle-même, c'est délégué à une autre personne, puis c'est sûr qu'on a comme une tierce personne dans la relation, hein? Fait que ça vient un petit peu compliquer les choses. Ouais. Un peu comme en pédiatrie. Ouais. Des fois, il y a des choses qui se ressemblent. Puis ce que je trouve de plus difficile, des fois, c'est que cette relation-là à trois, elle est pas toujours facile. Je dirais que 5%, il y a des petits enjeux, mais il y a 1% des cas, il peut y avoir des enjeux un petit peu plus grands. Puis aussi, des fois, c'est surtout au niveau... On s'entend, c'est surtout autour des niveaux de soins. Hein? C'est souvent ça, puis des fois, on est comme pris à faire des interventions, qu'on se demande l'utilité, tout en faisant travailler la famille, parce que veux pas, eux autres sont dans une situation où ils ont une importante, ils ont des émotions aussi d'impliquer. Je veux dire, ça devient difficile. On rentre dans des familles, dans des moments de crise. Ouais. Puis avec beaucoup de tension, des fois, il y a des choses relationnelles qui ressortent depuis des années, qui vont ressortir à ce moment-là. Fait que cette gestion-là, ça prend beaucoup de communication, d'habileté relationnelle. Puis plus on en fait, plus on devient bon. Fait que c'est quelque chose que peut-être me stressait plus en début de carrière que maintenant. Maintenant, je suis quand même assez posée. Là, j'en ai vu d'autres. Là. Fait que ça va être correct. Mais c'est un facteur de stress. Puis surtout, nos patients qui restent, là, je parle pour moi en réadaptation, soins longue durée, ils restent longtemps avec nous. Ouais. On change pas à chaque 7 jours. Fait qu'il faut qu'on règle les problèmes. Fait que ça peut être un facteur de stress, oui. J'avais une question par rapport à la mort. Là. J'ai l'impression que c'est une des spécialités de la médecine qui a comme le plus de contact, peut-être, avec la mort. C'est sûr que les soins palliatifs doivent être pas pires aussi pour ça. Mais oui, je suis d'accord. Effectivement, ils ont plus de chances de décéder qu'une population adulte en santé. Comment est-ce que vous êtes habitué à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est rendu dans votre quotidien? Oui. Mais en fait, c'est parce que en tant que société, on n'en parle pas beaucoup. Hein, de la mort, c'est quelque chose qu'on est plus éloigné. Ouais. Mais quand une personne a 90 ans, là, souvent, ils pensent. Là. Je veux dire, ça fait partie des choses qui vont arriver dans leur vie dans un futur, somme toute, rapproché. Fait que la mort, c'est quelque chose que j'aborde à chaque jour. Puis c'est sûr qu'il y en a qui ont un malaise, surtout quand on parle de un plan de vie, niveau de soins. Mais c'est quelque chose qui est aussi normal, qui n'est pas nécessairement négatif. T'sais, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on doit éviter d'aborder. Fait que, en fait, c'est une habileté qui se développe. Puis c'est sûr, des fois, les gens restent surpris qu'on veut apporter ce sujet-là, mais c'est important parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce que je vais leur offrir au niveau médical. Puis on travaille autour de ça. Fait que, mais oui, je pense que nous, on n'a pas vraiment de difficulté à aborder ce sujet. C'est plus les familles, en fait. Puis même les personnes âgées ont plus de facilité que nous à aborder le sujet parce qu'ils sont confrontés. Fait que oui, la mort, en fait, souvent mes patients décèdent. Mais c'est pas un échec, là. En fait, c'est comment la mort s'est déroulée. Si ça s'est bien déroulé, ben... Tant mieux. C'est ça, exact. Bon, je pense que c'est ce qui met fin à l'épisode. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Là, c'était vraiment intéressant. Puis je pensais pas que c'était autant diversifié. Là. C'est toujours le fun d'avoir quelqu'un qui sonne autant passionné par ce qu'ils font. Là. Oui. Ben, en fait, je souhaite à tout le monde de trouver sa branche. Oui. Puis, tu sais, comme je dis, moi, je m'en allais en urgence au début. Là. Fait que des fois, ce qui va nous allumer, on sait pas. Ouais. Il faut se laisser les portes ouvertes. Oui, fermez pas de porte. Laissez-les toutes ouvertes. Merci. Merci.